Bienvenue dans ce magazine, nous sommes ensemble pendant 26 minutes, le temps de faire le tour de l'Île-de-France et d'en découvrir ses richesses culturelles. Des musées à visiter, des artistes à suivre, des lieux à découvrir, c'est tout de suite dans Grand Paris Culture. Dans ce numéro, nous vous emmènerons en plein cœur de Paris, au musée Gustave Moreau. Un musée entièrement pensé par le peintre lui-même et créé de son vivant. 100 ans plus tard, il est toujours tel qu'il l'a imaginé. Il a accepté de dessiner sous les caméras de Grand Paris Culture. Nicolas Poirier, alias Bishop Parigot, nous reçoit chez lui et nous parle de son univers des feutres à la main. Et puis gros plan dans cette édition sur le rappeur L'Indice. Originaire de Bobigny, il est remonté sur les planches de sa ville de cœur à l'occasion du festival Terry Pop. Cette édition avec la visite d'un musée pas comme les autres. Gustave Moreau est un peintre symboliste du 19e siècle. Son style mélange avec subtilité peinture et dessin. De son vivant, il décide de léguer toute son œuvre à l'État français et réaménage alors sa demeure en musée. 100 ans après, en plein cœur de Paris, le musée Gustave Moreau est toujours tel qu'il l'a imaginé. Visite des lieux avec Philippe Pémal. Le musée Gustave Moreau n'est pas un musée comme les autres. C'est l'artiste lui-même qui l'a pensé et conçu. Peintre symboliste, Gustave Moreau s'installe à Paris avec ses parents dans cet hôtel particulier en 1852. À leur disparition et sans descendance, l'artiste décide 1 an avant sa mort de léguer à l'État sa maison et toutes ses œuvres, peinture, dessin, sculpture et aquarelle. Pour mieux les exposer et en faire un vrai musée, Gustave Moreau entreprend des travaux. Pour laisser la maison à la postérité, il va remodeler la maison familiale où chaque pièce va être dédiée à sa famille, à ses amis. Et puis, il va transformer le 2e et le 3e étage en grands ateliers qui sont des immenses vaisseaux, des immenses nefs pour accrocher une partie de ses œuvres. C'est l'architecte Albert Laffont qui s'occupe des travaux de la maison. Pour relier les 2 derniers étages, il construit ce remarquable escalier. C'est un escalier à vis, donc un escalier traditionnel, comme on peut en voir au château de Blois par exemple. Cet escalier appartient à son temps par le fer, qui est le matériau, puisqu'il est presque contemporain de la Tour Eiffel, donc c'est l'époque où on commence à utiliser le fer pour la construction. Et puis ce côté art nouveau avec ce décor floral qui nous mène du 2e au 3e étage. Répartis sur les 2 derniers étages, on retrouve les œuvres de l'artiste telles qu'il a voulu les présenter. Les tableaux tapissent les murs, tandis que les aquarelles et les dessins se cachent dans des meubles et se découvrent comme des livres. Passionné par les mythes et les légendes de l'Antiquité, Gustave Moreau est le plus connu des peintres symbolistes. Mais lui se considérait plutôt comme un peintre d'histoire. Les grands thèmes de Moreau, ce sont la peinture d'histoire, la peinture religieuse, avec par exemple Salomé, mais aussi des Pietà, aussi des Christ en croix, la peinture mythologique, avec Jupiter et Sémélé, et puis la peinture de son invention, comme les chimères ou la Fée au Griffon, qui était le tableau préféré d'André Breton. Le style de Moreau va surprendre ses contemporains et étonne encore. En mélangeant peinture mythologique ou biblique et dessins ressemblant à des tatouages, il va créer son propre univers. Une vision du monde très personnelle, puisée avant tout dans les livres. Sa principale source d'inspiration est une inspiration livresque. Ça n'est pas du tout une inspiration venue de la rue. Il n'a jamais, bien qu'il ait été très ami avec Degas lorsqu'ils se sont rencontrés en Italie dans les années 1850, il n'a jamais représenté, ou de manière extrêmement marginale, la réalité. Ce qui l'intéressait, c'était plutôt, il a toujours revendiqué, comme Delacroix, comme Baudelaire l'a si bien dit, l'imagination. Et pour lui, sa source principale, c'est une source littéraire et qu'il va réinventer.
Gustave Moreau s'approprie les mythes et réinvente les iconographies. Il fera de Salomé, personnage issu de la Bible, l'une des figures récurrentes de son œuvre. On la retrouve dans l'un des tableaux les plus emblématiques du peintre, l'Apparition. Là, Gustave Moreau va inventer l'iconographie de l'apparition du chef, de la tête de Saint Jean-Baptiste qui apparaît à Salomé. C'est un tableau très intéressant pour montrer comment Gustave Moreau, peintre d'histoire, réinvente l'histoire, qu'elle soit biblique ou qu'elle soit mythologique. Le fond du musée est considérable, 850 peintures, 350 aquarelles, plus de 13 000 dessins et aussi des sculptures. Originalité du musée, il ne présente pas que des œuvres finies. Parmi les œuvres les plus connues de Moreau, certaines sont inachevées. Le musée Gustave Moreau est un faux petit musée, je dis toujours ça, puisque nous conservons en fait 25 000 œuvres dans cette maison d'artistes et que beaucoup d'œuvres sont restées inachevées, où certaines œuvres étaient jugées par ses contemporains comme inachevées et lui-même les considérait comme achevées. C'est le cas par exemple du Triomphe d'Alexandre ou de ce merveilleux tableau qui sont les licornes. Ce qui est surtout une espèce de caractéristique peut-être de Gustave Moreau, c'est cette espèce de poésie indéfinissable pour lequel il faut se laisser happer et accepter de ne pas comprendre forcément tout ce qui nous est donné à voir. Les appartements du premier étage se visitent aussi. Moreau les a recréés en hommage à sa famille et ses amis. Ils font partie intégrante du projet imaginé par l'artiste. Avec sa maison-musée, il lègue à la postérité son univers. En accordant plus d'importance à l'ensemble de son œuvre qu'à chaque tableau pris séparément, Gustave Moreau a ainsi créé un lieu unique, la somme de toute une vie d'artiste au service de son art. L'opéra Lucia della Mermore du compositeur italien Donizetti se joue actuellement au théâtre de l'Apostrophe à Cergy-Pontoise. L'histoire de deux familles aristocratiques ennemies où l'amour vient souffler une déchirante panique. Le drame s'installe jusqu'à mener au meurtre, à la folie et au suicide. Je vous propose de revenir sur les répétitions avec Florian Philippe de VOTV. De l'opéra à l'Apostrophe, la scène nationale de Cergy-Pontoise accueille Lucia della Mermore du compositeur italien Donizetti. La mise en scène est signée Antoine Cobet. En résidence à l'Apostrophe, il se frotte pour la première fois à l'exercice de l'opéra. La difficulté pour lui, c'est de diriger des acteurs-chanteurs. Le travail concret, c'est d'emmener les chanteurs vers cette analyse, vers cette dramaturgie, mais de les emmener scéniquement et à travers le jeu, et pas seulement à travers le chant. Ce qu'ils font très bien, où là, moi, je suis baba. Quand je les écoute, quand ils arrivent et qu'on commence à travailler une scène, je les écoute, je me dis, oh là là, il suffit, on va mettre un projo, et puis voilà, quoi, tout va bien, parce qu'ils sont c'est tellement magnifique, tellement beau de les voir, et leur engagement, et leur corps, qu'on se dit, bah voilà, ça va comme ça. Lucia della Mermore raconte la romance impossible de Lucia avec Edgardo, l'ennemi de sa famille. La jeune femme est promise à un autre, Lord Arturo, riche propriétaire. Elle est interprétée par Isabelle Philippe, soprano. La musique est assurée par les élèves du conservatoire de Cergy-Pontoise, une opportunité intéressante pour ces jeunes musiciens. Cette rencontre éducative vis-à-vis des jeunes qui participent à ce projet. Donc il y a cette dimension éducative, il y a cette dimension de projet qui rassemble des intérêts différents, mais au service d'une excellence, puisque nous avons là des gens, comme je le disais, qui sont des artistes très reconnus sur la scène nationale et internationale. Lucia della Mermore a été présentée pendant le Festival des scènes nationales. Ainsi, certaines représentations ont bénéficié de tarifs promotionnels. L'opéra est joué jusqu'au 30 mars au Théâtre des Louvrais à Pontoise.
C'est un artiste de Lagny-sur-Marne. Il a fait du graphisme son métier et de l'illustration sa passion. Vous êtes nombreux à avoir aimé l'univers fantasque et coloré de Nicolas Poirier, alias Bishop Parigot. Pour nous, il a accepté de dessiner devant les caméras de Grand Paris Culture. Il nous parle de lui et de ses personnages. Je vous propose de suivre cet artiste au fil de son dessin. La pression, il faut que je le fasse en 4-5 minutes. Je mets mon chronomètre. Côté coloré, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Là, j'ai travaillé exclusivement en noir et blanc, mais ce qu'on retrouve beaucoup dans mes dessins, c'est la couleur. Je suis en train de dessiner un oiseau. Et, c'est un petit animal que j'aime bien dessiner depuis pas mal de temps et que j'ai beaucoup repris depuis que j'ai ma fille. Parce que je trouve que c'est super rigolo de dessiner des oiseaux avec des enfants. Ils ne se posent pas de questions, donc ça inspire beaucoup. Hein. J'ai l'habitude d'utiliser des formes assez simples et des formes géométriques. Des ronds, des triangles. Il a toujours une bonne petite bouille, je trouve. Donc c'est pour ça que j'aime bien dessiner les oiseaux. J'ai un petit peu plus de difficulté à dessiner les êtres humains ou des choses comme ça. C'est ce que je dessinais beaucoup à l'école, mais j'ai jamais réussi à faire quelque chose de joli, donc je me suis tout de suite dirigé vers, au début, des petits monstres qui sont un petit peu transformés en des petits animaux. Et on va dire que je me suis créé un petit univers, un petit monde à moi avec mes personnages. Et c'est un petit monde magique, plein de couleurs. J'aime bien, surtout quand je travaille sur ordinateur, les réunir face à l'objectif comme une sorte de photo de famille. Pour le dessin, je fais principalement des oiseaux, hein, c'est les osios, je les appelle. Je pense qu'ils ont ce côté un peu curieux, quoi. Le fait d'avoir les yeux grands ouverts. Ils cherchent un regard. J'ai l'habitude de les faire en grand. C'est vrai que le fait de les regarder, on se demande s'ils nous regardent. Qu'est-ce qu'ils ont vu? C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je trouve que le regard est très expressif. Chez l'humain, on peut faire passer tous les messages avec un regard. Donc c'est quelque chose que j'aime bien faire dans mes personnages. On peut croire qu'ils font peur ou qu'ils ont vu quelque chose d'intéressant ou qu'ils rigolent. Je trouve chacun y voit un peu ce qu'il veut, quoi. J'essaye de laisser libre à chacun d'y voir ce qu'il veut. Voilà. Une belle histoire maintenant. Un nouveau livre est désormais disponible dans les rayons de la médiathèque Jacques Baumel de Rueil-Malmaison. Il s'intitule Atelier d'écriture. Pourquoi ? Parce que c'est grâce aux ateliers organisés au centre d'hébergement La Boussole que le sans domicile fixe Jean-Yves Amirault a pu mener à bien son projet. Corinne Falin de Rueil TV a rencontré cet auteur atypique. Ancien salarié d'Unilever, Jean-Yves a perdu son poste après une opération du cœur en 2009. Son loyer étant devenu trop onéreux, il est désormais obligé d'être hébergé chez un ami. Jean-Yves a toujours écrit des textes, mais il n'avait jamais osé aller plus loin. Les ateliers d'écriture ont donc été pour lui une véritable opportunité. On m'a toujours dit que de toute façon, le meilleur médicament, c'est de mettre noir sur blanc tout ce qu'on a dans la tête. Parce que ça permet déjà de se vider l'esprit et pas de garder tout pour soi. Cet atelier s'est tellement bien déroulé qu'il a débouché sur cet ouvrage rédigé par Jean-Yves et d'autres bénéficiaires de La Boussole. La mise en page, quant à elle, a été exclusivement réalisée par Jean-Yves. Pour cela, il s'est infligé une discipline de fer. Tous les après-midi, pendant 2 ans et demi, il s'est rendu à la médiathèque pour mettre en page son ouvrage.
Il a bien voulu nous en lire un extrait. Toutes ces âmes qui pleurent au fond des rues sombres, chaque pont de la ville qui écluse les peines de chaque bord de la Seine. Toi qui de loin épie la peine, toi qui de loin te sens protégé, toi qui de près te regardes détourné, toi qui de près t'as mou dégoûté. Toi, oui, toi, tu n'es pas protégé. Moi sur mon banc où je vis, où je dors, où je mange, où je crie, où je verse des larmes de peine ou de joie, où est la différence? Je sais qu'en permanence, beaucoup de nous balancent leur vie sur les pavés et pleurent encore pour la vie depuis une éternité. Pleurent sur la ville et meurent dans la ville. Ce projet a été un des éléments qui a permis à Jean-Yves de rebondir. Alors le message qu'il veut avant tout faire passer, c'est qu'il est possible de s'en sortir. Je préfère plus parler de ce qui m'entoure que de moi-même. Parce que je me dis que je suis reparti des plus malheureux, qu'il y en a beaucoup qui sont bien plus malheureux que moi et malheureusement dont on parle très peu. Donc c'est un petit peu aussi le pourquoi de ce livre, c'est que montrer que tout compte fait, même si on est dans la misère, on peut arriver à s'en sortir si on a un peu de volonté et puis si on ne s'abandonne pas totalement dans la rue. On peut s'en sortir, n'importe qui peut s'en sortir. Seul élève assidu de cette activité proposée à la Boussole, Jean-Yves a laissé bouche bée les bénévoles de l'association Agir ABCD à l'origine de cet atelier d'écriture. On s'est rendu compte qu'il avait un vrai talent d'écriture, une facilité d'écrit extraordinaire. Et nous-mêmes, en tant que bénévoles, on était un peu dépassés, je vous avouerai, dans les ateliers. Mais voilà, quand on a compris ça, c'est pour ça que ça a été intéressant de lui proposer de faire la mise en page et de rajouter des textes personnels à lui pour que ça fasse un petit recueil qui tienne la route. Le projet est bien abouti maintenant, je trouve que c'est un outil qui vaut quelque chose et qui montre la capacité qu'il a eue à utiliser toutes les aides qui lui ont été proposées pour faire des progrès en informatique, en écriture, en assurance, en confiance en lui, ce qui manque beaucoup souvent à des personnes en difficulté. Aujourd'hui, tout semble s'éclaircir dans le ciel de Jean-Yves puisqu'il va très prochainement débuter une formation d'agent administratif pour travailler dans des hôpitaux afin de retrouver un emploi. Après plusieurs années d'absence, l'Indice, le rappeur originaire de Bobigny, est de retour dans sa ville. Début mars, il s'est produit sur la scène de Canal 93 à l'occasion du festival Terre Hip Hop. Reconnu par les puristes pour son phrasé calibré, son but a toujours été d'être accessible aux oreilles non initiées. L'Indice revient sur son parcours au micro de Fanny Wegscheider de TVM Est Parisien. Si Bobigny est terre de hip-hop avec son festival annuel à Canal 93, c'est aussi la ville d'origine de nombreux rappeurs de Seine-Saint-Denis. C'est le cas de l'Indice, rappeur balbinien, fier de l'être. Je suis juste un simple MC élémentaire, mon récit est vraiment terre. Je confonds pas faux récit et des lanternes. J'ai l'espérance de vie d'une cigale, dans la savane un cigare, dans la Havane un zigane, sans carapane. Après des années d'absence, l'artiste a retrouvé la scène de Bobigny, une scène qui compte beaucoup pour lui. Rencontré en répétition avant son concert, l'Indice se livre. Séquence nostalgie. Ça me fait plaisir de passer à Bobigny ce soir parce que dans les années 90, il y avait un festival à Bobigny qui s'appelait XXL auquel j'ai participé. J'avais même eu la chance à cette époque-là de faire la première partie d'un ricain qui s'appelle Smooth the Hustler que j'aimais bien à l'époque et j'étais jeune. C'était un honneur, ça m'avait ouvert plein de portes et ça me fait plaisir aujourd'hui, presque 15 ans après, de rechanter à Bobigny parce qu'entre-temps, c'est vrai que j'ai pas fait de concert à Bobigny. À un moment, j'avais même un petit peu arrêté la musique. Bobigny, c'est la ville où j'ai grandi, c'est la ville aussi où j'ai grandi artistiquement. À Canal 93 ce soir-là, c'est accompagné de ses acolytes des débuts, son frère jumeau L'Avocato et son ami d'enfance Nak Mendoza, que l'Indice s'est produit sur scène. Je rappe depuis à peu près une quinzaine d'années avec mon pote Nak Mendoza en fait. On a commencé ensemble, on a fait plein de choses. Des fois, il y a eu des périodes où j'ai arrêté, il a continué. Je suis sur scène avec mon frère parce que c'est une combinaison à deux. On se fait des passe-passe, des questions-réponses, donc c'est un show à deux. Avec mon frère, on avait un groupe, et puis plus Nak, on était tous les trois ensemble, on tourne toujours ensemble. L'Indice trouve son inspiration musicale essentiellement dans le rap des années 90-2000. Ses références sont un peu françaises, mais surtout américaines. Moi, ce que j'écoute, peu de français, mais s'il faut citer des français, je dirais Lino, en premier, c'est le nom qui me vient. Et sinon, en américain, j'étais très fan de Nas et Ice-T, son compatriote. J'étais vraiment... C'est vraiment ce genre de MC qui m'intéressait, pas forcément des flows spectaculaires, mais des lyricistes qui racontent des choses en y mettant un minimum de forme, de tournure, etc. C'est des artistes que j'aimais, donc implicitement, sans me dire je vais faire comme eux, je pense qu'on peut trouver des convergences.
en toute modestie, hein, bien évidemment. C'est sans doute pour cela qu'on retrouve dans le rap de Lundi cette écriture fine et ciselée, avec une musique qui oscille entre rythme festif et mélancolie. Lundi, c'est un rappeur plutôt inclassable. En ce qui concerne ma musique, je défends des idées et des valeurs. J'essaie d'être cohérent dans ce que je dis dans mes textes avec ce que je fais dans la vie. Mais je suis pas le plus revendicateur, je suis pas super politique, je suis pas non plus super conscient ni super freestyle en fait. Je suis un peu comme un plat, un petit peu de sel, un petit peu de poivre, un petit peu d'huile, un petit peu de paprika. J'essaie d'élever le débat en essayant de faire un rap intelligent. J'essaye sans prétention. Je fais de mon mieux en tout cas. Après la sortie en 2011 du 8 titres Mes Classiques, puis celle de l'album Mon Refuge en 2012, l'Indice arpentera prochainement les scènes françaises. Plusieurs concerts suivront celui de Canal 93. De mémoire comme ça, je serai le 8 juin à Toulouse. Il y a un festival à Nantes, il y a un concert à Metz. C'est chaud, c'est chaud, plus fort. Et ce soir-là à Bobigny, pour le retour de sa star locale, c'est le public de Terry Pop qui était chaud. Faut pocher, appuie sur plus si tu veux tout décrypter. Faut pocher, la qui les 10, c'est le retour des triplés. La qui les 10, c'est le retour des triplés. La qui les 10, c'est le retour des triplés. Faut pocher, merci à vous tous. Merci à vous tous. Avant de nous quitter, je vous emmène au château du Marais. Il est situé dans la commune du Val-Saint-Germain, dans le département de l'Essonne, à 36 km au sud-ouest de Paris. Construit par l'architecte Jean-Benoît Vincent Barré à la fin du XVIIIe siècle, il est considéré comme l'un des plus beaux châteaux d'Île-de-France de cette période. C'est un sujet de Philippe Bello de Téléessonne. Le plus beau château Louis XVI d'Île-de-France est en Essonne, au Val-Saint-Germain, ou plus exactement au lieu-dit Le Marais. Secret d'Essonne a poussé pour vous les grilles du château du Marais pour découvrir cette splendeur. Il y avait un château médiéval, une forteresse médiévale. Ensuite, elle a été rasée et remplacée par un château Louis XIII en briques et pierre. Les douves sont restées et ensuite, à la fin du XVIIIe, c'est le château actuel qui a été construit par l'architecte Jean-Benoît Vincent Barré. C'est son chef-d'œuvre. Cet architecte faisait des hôtels particuliers très somptueux à Paris pour de riches financiers. Et c'était la mode du retour à l'antique. Donc, il s'est inspiré d'une villa palladienne, ce qui explique les colonnes, l'escalier à double révolution, les vases à l'antique qu'on aperçoit sous les colonnes, et puis aussi le dôme qui a été copié du dôme du Louvre, et à la même époque, l'architecte Gabriel, copiait aussi ce dôme sur l'école militaire. Il y a le même dôme sur l'école militaire et le Marais. Et sinon, vous pouvez voir au-dessus des fenêtres les bas-reliefs qui représentent le visage d'Apollon et des cornes d'abondance. C'était un symbole de prospérité, puisque le château avait été fait pour un homme d'affaires qui avait réussi. Ce château n'a pas été abîmé à la Révolution et qu'on retrouve les lieux et même les meubles qui étaient là du temps du salon littéraire. Madame de la Briche était tout de même un petit peu snob, donc elle n'invitait que ceux qui étaient déjà à l'Académie. Et de nos jours, ils sont totalement oubliés. Alors, on trouve Marmontel, Florian, Chateaubriand, lui, n'est pas oublié. Sainte-Beuve, Saint-Lambert, et l'abbé de Lille, l'abbé Morlaix. Mais ce sont des noms qui ne nous disent plus grand-chose. Mais à leur époque, c'était des vedettes. Et puis ce qui est resté aussi, c'est la pièce d'eau. La pièce d'eau qui au départ avait été faite par des moines qui ont simplement barré le fond de cette vallée marécageuse pour faire un étang pour avoir du poisson. Et petit à petit, au cours des siècles, cette pièce d'eau a pris une forme rectangulaire, 550 mètres de long, 55 de large, et on l'a appelé le miroir parce que le château se reflète dedans.
Ce magnifique château du Marais et son musée font partie du patrimoine de notre département à découvrir absolument. Il vous accueille donc du 15 mars au 15 novembre, tous les dimanches et jours de fête. Grand Paris Culture, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez revoir ces images sur le site internet de TELIF, www.telif.tv. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et tout de suite, la suite des programmes sur TELIF.